Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2. Au sommaire du journal, nous irons à la rencontre de Renaud, un jeune sportif handicapé qui craint le pire et crie à l'aide pendant qu'il est encore temps. Et puis hors de chez nous, ce mardi 7 mars marque le début d'un cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali suite aux attaques du M23 au nord Kivu. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. C'est une victime du cancer des os. Renaud, la trentaine révolue, vit avec cette maladie depuis 3 ans. À cause de ce bal, ce formateur de club de football a perdu la mobilité de l'une de ses jambes. Ces journées, il y passe malheureusement entre pleurs et douleurs. Ce formateur de club de 3e division sollicite donc de l'aide pour venir à bout de ce mal qui le ronge depuis quelques années, afin de renouer avec les terrains de football. Nous Sangaré, Kader Batil et Pagasoro Kone de Madongi l'ont rencontré. Commune d'Adjamé, quartier Sodessi. C'est dans cette cour que vit Guy Renaud. Malade depuis 3 ans, ce formateur de club de football a perdu la mobilité de l'une de ses jambes. Ces journées, il les passe entre pleurs et douleurs. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'arrêter, j'ai tout le temps couché. Ça me fait mal. Elle est là où ça, même la douleur veut me tuer. Je ne fais qu'avaler la comprimée seulement. Tous les jours, il n'y a pas de solution. Rien, je ne peux rien faire. Mais marcher 6-10 mètres, je n'arrive pas à faire. La maladie de Guy Renaud, une situation que vit difficilement son entourage. C'est un des encadreurs de mon fils. Si rien n'est fait dans peu de temps, je ne pense pas s'il pourra s'en sortir. Dans cette situation-là, ça fait pitié même. Nous, on n'a rien. Souvent, même, il y a des dents, même. Il y a des dents, quand les soirs, on ne se le voit pas. Souvent, il fait 2 jours des dents. Ce mal qui le ronge depuis quelques années est parti de matchs de football. J'étais sur le terrain, je jouais avec mes amis. Et je suis tombé. J'ai mis un peu d'eau glacée puis j'ai continué à jouer. Quand le match est fini, je suis allé à la maison. 2 semaines après, je m'amusais avec un ami qui m'a tapé à l'endroit où j'étais tombé. Il a dit, ah, où tu m'as tapé là, ça me fait mal. Hein. Il dit, mais pourquoi ça te fait mal? Ah, je sais pas, la dernière fois qu'on a joué là, je suis tombé là. Il a mis le bis à passer. Et c'est le début d'un traitement sans cesse de la médecine traditionnelle. Un tradipraticien non loin de nos quartiers. Quand on est arrivé là-bas, c'est lui là, il a dit que c'est déboîté. Attends, c'était enflé petit seulement. Il a voulu replacer, donc en replaçant la tournure de mon pied, qui m'a laissé. Je ne pouvais plus marcher. C'était enflé, donc mon transporteur venait à la maison, il a fait au moins 2 semaines à la maison. J'ai réussi à le lever encore. Il dit, ah, comme c'est la première fois qu'il a fait, peut-être la deuxième fois, ça apprend. Il s'est reparti encore une deuxième fois. Il a fait les mêmes choses. Et c'était toujours la même chose, ça s'enflait encore. Après ça, c'est parti à Tokobé chez Ishara. J'ai fait quelque chose de 1 mois et demi là-bas. Il traitait, mais ça n'allait pas. Ces traitements infructueux l'amènent à se faire suivre par la médecine moderne. Et c'est là qu'il découvre qu'il est souffrant d'un cancer des os. Un cancer qui se développe dans le nouveau tissu des os en croissance. La plupart du temps, dans la région du genou ou du bras et a tendance à se propager à d'autres parties du corps. Je suis parti à Hachma. On a mis quelque chose de 600 000 dans les examens. Après ça, ils nous ont dit qu'on doit faire une biopsie avant de faire l'opération, que la biopsie coûte 300 000. Mais c'est les 300 000 nous n'avons pas jusqu'à présent. Le pied s'augmente seulement. Au fur et à mesure, ça s'augmente et les douleurs sont encore plus fortes. C'est la biopsie qui coûte 300 000. Ils n'ont pas encore donné le prix de l'opération. Ils disent qu'on ne fait pas la biopsie, ils ne donnent pas le prix de l'opération. Les moyens lui font défaut, d'où son appel à l'aide pour venir à bout de ce mal qui le ronge. Je souffre. Je n'ai rien, je ne peux rien faire. Aidez-moi s'il vous plaît, sinon je vais mourir. Je meurs à petit feu. Je ne sais plus quoi faire. Je perds l'usage de mes jambes. Ce formateur de club de 3e division souhaite renouer avec le terrain de football pour vivre sa passion. Nous espérons que des personnes de bonne volonté viendront en aide à Renaud pour recouvrer sa santé.
Un peu plus loin d'Abidjan, à Sangouéné, dans le département de Mans, région du Tonpi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plusieurs jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Un chemin parfois empreint de difficultés, mais ces entrepreneurs ont pu compter sur le soutien de la Ligue des jeunes pour le progrès, l'IGEP. Et en seulement 8 mois d'existence, cette organisation de jeunes a contribué à la formation et au financement de projets de plusieurs jeunes de la région du Tonpi. Le compte rendu est signé Joël Gosset. Après un échec scolaire cuisant, Rinaldo Deli jette son dévolu sur l'entrepreneuriat. Ce natif de Sangouéné, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a connu des débuts assez difficiles. Difficultés qu'il a pu supporter et surmonter grâce à l'aide de la Ligue des jeunes pour le progrès, l'IGEP. J'étais élève. Après l'abandon des cours, je me débrouillais, gérais cabine. Et après ça, je me suis lancé un peu dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et avec l'aide aussi de la Ligue des jeunes pour le progrès qui m'ont permis de m'installer. Au début, c'était un peu difficile. Dans cette localité, ils sont nombreux ces jeunes qui ont aussi bénéficié de l'apport de la LIGEP. Parmi eux, Ahmed Doumbia. Il a lui décidé de s'intéresser à l'élevage. Je viens de commencer l'élevage. Par la grâce de notre association qu'on appelle l'IGEP. Avant que l'IGEP vienne, je faisais le travaux champêtre. C'est ce que j'étais en train de faire. Et quand l'IGEP est venu par rapport au conseil donné des journalistes qui sont venus sur notre forum des jeunes au fois, les conseils qu'ils ont donné, on a pris ça, on est en train de faire l'élevage un peu. Et par la grâce de Dieu, on voit que ça commence à aller. Nous retrouvons les responsables et membres de la LIGEP à Saguipleu, toujours à l'ouest du pays. Ils sont en pleine réunion. Au cœur des échanges, le bilan de la Ligue, 8 mois après sa création. Nous avons commencé d'abord par le rassemblement des jeunes. Quand nous les avons rassemblés, nous avons décidé aussi de leur fournir des formations chaque fois. Nous avons trouvé 30 permis de conduire pour les jeunes. On a aussi formé les jeunes dans plusieurs domaines d'activité, ce qui va leur permettre d'abord de se prendre en charge. Selon les responsables de la LIGEP, plusieurs perspectives et projets sont en vue les années à venir. D'abord, on va encore trouver 30 autres permis de conduire pour la jeunesse de notre localité, de cette association. On va réaliser des projets dans le domaine de l'agriculture. Nous avons des projets déjà montés, des projets qui d'autres ont un coût un peu plus de 3 millions. Au sorti de cette rencontre, les jeunes se disent conscients quant à leur avenir dans l'entrepreneuriat. Quand la jeunesse est unie, ils sont ensemble, ils peuvent au moins faire quelque chose à la société. S'il y a eu des idées, vraiment que la jeunesse au moins s'associe ensemble, travailler ensemble, c'est bon. Aujourd'hui, on peut faire des champs de maïs, n'est-ce pas? Et aller revendre ou même faire aussi des élevages, des volailles. Moi, je vois que vraiment ça va aider la jeunesse. La Ligue des jeunes pour le progrès, l'IGEP, a pour objectif de contribuer à l'autonomisation financière de la jeunesse de Sangouéné, et ce, en vue de participer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Initiative encouragée. Et retour à Abidjan pour parler de sécurité routière. Les locaux de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a abrité le lundi 6 mars une assemblée générale constitutive de la Mutuelle générale des agents du ministère des Transports. À cette occasion, les participants de cette assemblée générale ont discuté plutôt de la validation des statuts et règlements qui vont régir l'organisation. C'est reparti avec Joël Gosset. Pour ces agents du ministère des Transports, c'est l'heure de plancher sur les statuts et règlements intérieurs de la Mutuelle générale. Ce matin, 31 directions des structures sous tutelle du ministère passent au peigne fin 80 articles. Nous avons 3 phases. La première phase a consisté à rédiger des tests que nous avons soumis à l'ensemble des directions. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième phase qui est l'Assemblée générale constitutive. C'est donc à cette occasion-là que toutes ces directions vont venir encore une fois échanger sur les différents articles. La dernière étape, ce sera l'ouverture des candidatures et avoir un bureau exécutif avec les différents organes qui vont assurer une mission de soldatté.
Pour ces représentants des structures sous tutelle du ministère des Transports, la création d'une mutuelle générale des agents relève d'une importance capitale. Quand on crée une mutuelle, il y a l'entraide, il y a la solidarité. Les deux combinés vont participer au bien-être social des agents. Or, on a remarqué que très souvent, il y a ces difficultés-là. Donc, monsieur le ministre a eu cette idée, il a mis en place et qui est piloté par le DRH pour que l'ensemble des structures qui sont sous sa tutelle puissent en bénéficier. Nous passons la plupart de notre temps au travail. Il est important que ce temps que nous passons, nous puissions y vivre dans un environnement social qui est favorable à notre épanouissement professionnel. Donc, créer une mutuelle, ça permet, c'est un plus à notre formation professionnelle pour pouvoir mieux servir la structure dans laquelle nous sommes. La mutuelle générale des agents du ministère des Transports se veut un canal d'échange et d'entraide pour les fonctionnaires du ministère. Elle vise aussi à promouvoir leur bien-être social. Dans la région du Bélier, précisément à Thiébissou, des étudiants au nombre de 6 en théologie de l'Université appliquée des ministres de l'Évangile des Nations UAMN ont reçu le parchemin de fin de formation après 2 années d'apprentissage. Maïssa Kogay. Kofika 25. Ils sont désormais autorisés et capables d'annoncer la parole de Dieu dans les contrées et hameaux de la région du Bélier, particulièrement la commune de Thiébissou, après 2 ans de formation. Aujourd'hui, c'est un jour important pour la région du Bélier, parce que les étudiants de Thiébissou, aujourd'hui, ils sortent pour avoir leur bac en théologie. Il faut que nous, les pasteurs, nous soyons formés. Si nous voulons que des professeurs d'université, que des hommes assis, chevronnés viennent dans nos églises. Et un pasteur aujourd'hui, la formation, c'est de s'apprêter et étudier normalement la parole de Dieu. Ce n'est pas pour faire un à peu près. Les étudiants de la 2e promotion de l'Université pastorale UAMN, Université appliquée des ministres de l'Évangile des Nations, ont exprimé leur reconnaissance au Créateur qui, selon eux, a rendu toutes choses possibles. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux et nous remercions le Saint-Esprit en premier lieu et nous remercions le président, le révérend Dr Goa, et nous remercions aussi tout le conseil. Avec ces diplômes, il y a du feu maintenant qui est dans nos pieds, donc nous allons pour l'évangile. Nous allons lancer très fort l'évangile de Dieu. La marraine du jour a profité de l'occasion pour envoyer ses serviteurs de Dieu en mission de paix et de réconciliation dans la localité de Thiébissou. La mission est spirituelle, est d'ordre religieux, mais ça a été une occasion de rappeler à ces hommes de Dieu-là qui iront en mission de mettre l'accent sur la cohésion sociale. Cette cérémonie a été aussi marquée par la remise du prix d'excellence à 8 serviteurs de Dieu pour leur abnégation au travail et surtout pour les actions de cohésion menées au cours de leurs différentes missions. L'Université appliquée des ministres de l'Évangile des Nations UAMN est représentée partout en Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, au Burkina Faso, un couvre-feu a été instauré dans toute la région du Nord et dans 2 autres provinces afin de lutter contre les djihadistes qui frappent régulièrement ces zones. Et c'est un couvre-feu allant de 22 h à 5 h du matin. Nous vous le disions en titre, en RDC, le M23 est censé appliquer un cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui, mardi 7 mars, depuis 12 h. L'annonce a été faite par les autorités angolaises qui assurent la médiation entre Kinshasa et Kigali. Et puis en France, face aux manifestations, grèves reconductibles, ronds-points occupés, plusieurs premières actions de blocage ont commencé ce mardi 7 mars pour mettre la France à l'arrêt contre la très contestée réforme des retraités défendue par Emmanuel Macron avant sa probable adoption par le Parlement d'ici quelques jours. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2. Stop à l'incivisme sous nos routes pour sauver des vies.